Bonsoir à tous, c'est l'heure du dernier journal sur RTI 1. Ce soir, dans l'actualité, en visite d'État en Afrique du Sud, le président Alassane Ouattara n'a pas ignoré la diaspora ivoirienne de la nation arc-en-ciel. Le ministre conseiller Ali Koulibaly représentait le chef de l'État auprès de ses concitoyens. Toujours en Afrique du Sud, le président Alassane Ouattara a aussi visité la prison de Robben Island. Robben Island où le président Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, a passé 18 ans de ses 27 années de prison. La phase 2 du projet Production piscicole continentale pour le développement de la chaîne de valeur des poissons d'aquaculture Propico a été lancée par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Le projet sera financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA par le Japon et va s'étendre sur la période 2021-2027. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 en visite d'État en Afrique du Sud. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas oublié ses concitoyens. Je vous le disais tout à l'heure en ouverture de cette édition. Et c'est le ministre conseiller Ali Koulibaly qui a rencontré au nom du chef de l'État la diaspora ivoirienne au pays de Nelson Mandela. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Communauté forte de 800 personnes enregistrées officiellement par l'ambassade, la diaspora ivoirienne en Afrique du Sud s'est mobilisée pour cette rencontre prévue au programme de la visite d'État du président de la République. Le ministre conseiller Koulibaly représentait le président de la République pour la circonstance. Il était accompagné de plusieurs ministres. Dans son propos introductif, l'ambassadeur Sakaria Kone a adressé des remerciements à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara pour l'intérêt qu'il accorde à la diaspora ivoirienne en Afrique du Sud. C'est la première fois que la communauté ivoirienne basée en Afrique du Sud est reçue par une si forte délégation. Comme vous pouvez le constater, c'est une grande partie des membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire que la communauté a le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, je voudrais au nom de toute la communauté, au nom de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, vous dire merci. Et à travers vous, merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir bien voulu accepter que cette rencontre ait lieu. Parce que les Ivoiriens avaient vraiment soif de cette rencontre. Saluant cette belle mobilisation, le ministre conseiller leur a transmis les salutations du président de la République Alassane Ouattara et leur a donné des nouvelles du pays. C'est une tradition instaurée par le président de la République. Et chaque fois qu'il entreprend une visite dans un pays étranger, il se fait le devoir de rencontrer la communauté ivoirienne dans le pays en question. La Côte d'Ivoire, vous le savez, a retrouvé des couleurs depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est un pays qui va, qui se porte bien grâce à l'action de développement qu'il mène depuis plus de 12 ans. On peut le dire, malgré une conjoncture difficile, notre pays est apprécié et admiré dans le monde. Et vous qui êtes en Afrique du Sud, qui vivez avec les Sud-Africains, vous avez un rôle primordial à jouer dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux pays. Autant que nous sachions, vous vous comportez de façon admirable. Et cela est une bonne chose parce que vous avez le devoir de respecter les lois du pays dans lequel vous vivez. Et autant que nous le sachions, et selon l'ambassadeur, les choses se passent plutôt bien pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens vivant ici. Vous portez l'image de notre pays. Le président voudrait compter sur vous pour que cette image soit la plus positive possible.
Le président de la communauté des Ivoiriens en Afrique du Sud a exprimé la fierté de tous pour le rayonnement international de la Côte d'Ivoire et le prestige dont jouit le président Alassane Ouattara. Il a aussi présenté les doléances de la communauté. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, permettez-moi d'abord de vous adresser au nom de la communauté ivoirienne vivant en Afrique du Sud une chaleureuse et fraternelle bienvenue. Akwaba, Fotamana, Ase Ayoka, Idanse, Siankwa Mukela. Welcome, Mr. President. Monsieur le Président, permettez-moi aussi de vous remercier sincèrement pour l'audience que vous avez bien voulu accorder à la communauté ivoirienne vivant en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est vraiment de retour dans le Conseil des Nations grâce à votre maestria. Nous nous en réjouissons fortement et vous en félicitons vivement, surtout avec l'ouverture de l'année Abidjan-Johannesburg. Récemment ouvert par la compagnie Air Côte d'Ivoire, notre fierté nationale. Really, Côte d'Ivoire is back. La communauté souhaiterait la nomination d'un de leurs à la tête du bureau économique, car elle regorge des cadres compétents et expérimentés et ayant une très bonne maîtrise de l'Afrique du Sud et du milieu des affaires. 2. La levée de visa entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire pour faciliter les échanges entre les deux pays, de sorte que les Ivoiriens se sentent chez eux en Afrique du Sud et que les Sud-Africains se sentent chez eux en Côte d'Ivoire. 3. Le système bancaire sud-africain étant complexe et se rendant ainsi les transferts d'argent difficiles vers notre pays, nous suggérons, comme le font déjà les Éthiopiens, qu'une facilité soit ouverte au sein de notre ambassade, afin que ceux qui souhaitent envoyer de l'argent au pays puissent le faire par le biais de l'ambassade. Le ministre conseiller ainsi que tous les ministres présents se sont employés à apporter des réponses à toutes les préoccupations exprimées. Le porte-parole demande la levée des visas. C'est une décision qui ne revient pas seulement à la partie ivoirienne. Donc il faut des négociations avec les Sud-Africains parce que c'est une décision qui doit être réciproque. C'est-à-dire s'il n'y a plus de visas entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, évidemment, il faudrait aussi qu'il n'y ait plus de visa pour les Sud-Africains pour venir en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point que nous notons. Et dans les échanges avec nos collègues d'ici, nous allons en parler. À la fin de la rencontre, le ministre conseiller Ali Koulibaly a remis un cadeau de la part du président de la République à la communauté ivoirienne en Afrique du Sud. Et on reste en Afrique du Sud où le président Alassane Ouattara a visité hier samedi la prison de Robben Island, située au large du Cap. C'est le site où l'ancien président Nelson Mandela a été fait prisonnier pendant 18 ans sur les 27 années d'un séjour en milieu carcéral. On retrouve encore une fois Viviane Aïma. L'île de Robben Island est située dans l'océan, au large de la ville du Cap. C'est à bord d'un hélicoptère que le président de la République a fait le trajet de 6 km 900 pour atteindre la petite île. Mesurant à peine 3 km 300 de longueur et 1 km 900 de largeur, Robben Island est entré aujourd'hui dans l'histoire. Dans les années d'apartheid, cette île abritait la plus ancienne prison de haute sécurité de l'Afrique du Sud, où étaient incarcérés les opposants au régime de l'apartheid. Le plus ancien de ces prisonniers fut Nelson Mandela. Il a été détenu pendant 18 ans dans cette prison de haute sécurité, avant d'être transféré dans une autre prison. Pour avoir connu personnellement Nelson Mandela quand il était président de l'Afrique du Sud, débarrassé de l'apartheid, le président de la République Alassane Ouattara tenait à rendre hommage à sa mémoire. Une visite guidée de cette prison devenue aujourd'hui un musée a montré les conditions de détention. Le président de la République a visité la petite cellule occupée pendant 18 ans par le prisonnier Nelson Mandela. La petite cour de la prison où les prisonniers étaient autorisés à prendre l'air à certains moments de la journée.
la place qu'occupait Nelson Mandela au réfectoire aux heures des repas. Avec beaucoup d'émotion, le président de la République s'est exprimé à la fin de la visite. Nous venons de visiter Robben Island. Comme vous le savez, c'est ici que le président Mandela a été détenu de 64 à 82, c'est-à-dire 18 ans, sur les 27 années de détention qu'il a connues. Nous venons de visiter un bloc de la prison et c'était un moment très émouvant. Et je dois dire que j'ai eu le privilège de rencontrer le président Mandela à sa sortie de prison quand il est venu en Côte d'Ivoire en 92 et aussi bien évidemment dans mes fonctions antérieures. Et je dois dire que c'était un grand homme. Et en signant tout à l'heure le livre, nous présentons tous nos respects au peuple sud-africain qui est incarné par Madiba et dire toute l'émotion que nous éprouvons et lui réitérer toute notre affection, notre admiration et dire que c'était un homme qui s'est sacrifié pour l'humanité et pour la paix et la réconciliation dans son pays. C'est une très grande leçon et je suis particulièrement honoré avec tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné pour cette visite mémorable. Je remercie le président Ramaphosa et bien sûr le gouvernement et le peuple sud-africain de nous avoir offert cette opportunité. Le président de la République a ensuite quitté Robben Island pour le Cap où il a pris son avion pour se rendre en France. On referme le chapitre sud-africain pour s'intéresser aux ressources animales et halieutiques avec le ministère de tutelle qui veut augmenter la production nationale de bovins et autres animaux d'élevage. Il s'engage à ce que la Côte d'Ivoire soit moins dépendante des importations de pays voisins. Et pour atteindre cet objectif, il vient de lancer officiellement une enquête, une étude statistique pour définir le potentiel réel du pays en bétail. Jean-Luc Bangbo. C'est Adzopé que le ministère des Ressources animales et halieutiques a choisi pour lancer l'enquête nationale sur le disponible en bétail de la Côte d'Ivoire. Une étude qui permettra de disposer de données statistiques fiables pour une meilleure maîtrise du marché du bétail ivoirien. Cette enquête va nous générer des données, beaucoup de données statistiques, des données économiques et sociales dans le secteur de la production, dans le secteur de l'élevage. Et ces données-là vont nous permettre d'adresser des questions, vont nous permettre de nous projeter, vont nous permettre de faire de la prospection en matière de production, en matière de développement de notre secteur. Une étude qui, de l'avis des éleveurs et autres acteurs du secteur, augure des lendemains meilleurs pour leurs activités. Qu'est-ce que nous manquions? De l'herbe, nous en avons suffisamment. De l'eau, nous en avons suffisamment. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas être autosuffisants en bétail? C'est cette volonté politique-là qui manquait. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux de cette prise de conscience. Structurer la disponibilité du bétail en Côte d'Ivoire à travers une évaluation précise du potentiel en bovin, ovin ou caprin, mais également l'étude devrait permettre un meilleur encadrement du secteur. Cette enquête nous aidera aussi à savoir qui est éleveur et accompagner ces différents éleveurs à travers des programmes de vaccination, à travers des formations, mais aussi à travers de la formation qui permettrait en réalité d'en faire non des éleveurs traditionnels, mais des éleveurs qui pratiquent des méthodologies qui permettraient qu'ils atteignent une taille suffisante pour pouvoir bien sûr tirer le maximum de profit dans leur exploitation. L'enquête se déroulera sur environ 6 semaines, prendra en compte, entre autres, l'identité des propriétaires de bétail, les modes et lieux de commercialisation, la caractérisation des troupeaux ou encore la géolocalisation des fermes. Prépico, c'est l'intitulé d'un projet piscicole qui vient d'être relancé par le Japon. Tokyo va apporter un financement de 3 milliards de francs CFA pour le financement de la phase 2 du projet. Une enveloppe conséquente qui permettra à la production piscicole de connaître une amélioration. Le détail avec Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire importe plus de 100 milliards de francs CFA de poissons chaque année, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques. Et pourtant, le pays a le potentiel pour s'autosuffire en poissons, a-t-il indiqué. C'était au lancement officiel de la mise en œuvre des activités du Prépico 2,
projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne de valeur des poissons d'aquaculture. Projet bien accueilli par les acteurs de la filière. Ce projet vient surtout pour nous apporter beaucoup de techniques et aussi plus orienté vers la commercialisation. Mais il faut savoir aussi que toutes ces actions-là doivent être accompagnées par le financement. On devait d'abord faire des études pour implanter les bases du développement. Et ces études-là, on a essayé de faire la situation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, quelles ont été les contraintes. Mais il faut dire aussi que la technologie n'y était pas. Mais maintenant, nous avons la technologie pour pouvoir produire un certain nombre d'alevins et des alevins performants, mâles, voilà, pour pouvoir développer la pisciculture. Après la première phase du Prépico, où 2 études socio-économiques dans les zones sud et est de la Côte d'Ivoire ont été menées, le Prépico 2 vient marquer l'opérationnalisation du projet en vue de relancer la production de poissons en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, cela apportera davantage de prise de nutrition pour la population ivoirienne. Et ensuite, l'aquaculture représentera certainement un secteur industriel qui est très prometteur dans l'avenir. Nous avons toutes les infrastructures, nous avons toutes les commodités pour produire du poisson ici en Côte d'Ivoire, mais il manque juste la culture et l'accompagnement nécessaire et le Prépico vient nous y aider. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, le projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne de valeur des poissons d'aquaculture a été financé par le Japon à hauteur de 3 milliards de francs CFA. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 24 juillet. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 24 juillet 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 815 échantillons prélevés, soit 3,9% de cas positifs, 62 guéris et 1 décès. À la date du 24 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 84 982 cas confirmés, dont 83 910 personnes guéries, 810 décès et 267 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 2 573 919. Le 23 juillet, 198 620 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 16 757 248 doses du 1er mars 2021 au 23 juillet 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. L'Association des présidents de conseils d'administration des entreprises publiques et parapubliques de Côte d'Ivoire vient de tenir son assemblée générale élective. Le 21 juillet dernier, elle a dressé le bilan de ses activités avant de procéder à l'élection d'un nouveau président. Evelyne Youboué, Jean-Marc Djadji pour le commentaire. Un nouveau dirigeant pour l'Association des présidents de conseils d'administration des entreprises publiques de Côte d'Ivoire. C'est au cours d'une assemblée ordinaire élective que s'est fait le choix du nouveau bureau. Antoine Nizako, PCA de la Sodefort, est élu président pour 2 ans non renouvelables. Nous avons une bonne coopération. Je pense qu'avec du temps, chacun sait les difficultés de gestion qu'il a. Ça, on fera la moyenne. La priorité, c'est d'abord se connaître tous les PCA, surtout sécuriser cette coopération. Pour Madeleine Oulaï, l'unique femme présidente du conseil d'administration des sociétés publiques de Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de mobiliser. L'association doit connaître un relan, doit travailler davantage pour mieux nous faire connaître. Ces assises ont été l'occasion pour le président sortant, Akasaï Lazare, PCA de la RTI, de faire un bilan. Depuis 2016 que nous avons pris la présidence de la conférence des PCA, nous avons fait évoluer, disons, les intérêts des PCA à travers cette coopération pour rassembler nos énergies et cela a été bénéfique. Le bilan est positif dans la mesure où pendant ces 4 années, nous avons permis à tous les PCA de pouvoir
être sensibilisés sur le fait que la gouvernance des entreprises publiques, c'est d'abord notre affaire. L'Association des présidents de conseils d'administration des sociétés publiques de Côte d'Ivoire a pour mission de rassembler ses membres autour de leur vision, qui est celle de défendre et de promouvoir la bonne gouvernance des entreprises publiques de Côte d'Ivoire. Et ce dimanche, Hamza Diaby recevait le directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la haute autorité pour la bonne gouvernance, Jacques Achiaou, a parlé de son institution, son rôle, ses missions, son fonctionnement et surtout des actions menées pour lutter efficacement contre la corruption. On regarde un extrait de son passage. Une des solutions immédiates, et je pense que c'est celle-là qui nous réunit ce jour, c'est la question qui est liée à la sensibilisation et à l'éducation. Vous savez, il y a un adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Parce que lorsque vous regardez et quand vous faites de la lecture, vous vous rendrez compte que l'énorme effort que l'on fait pour pouvoir recouvrir les avoirs est dans un rayon sur une échelle de 1 à 10, on est au niveau de 2 à 3. Je peux vous dire que sur les 16 pays aujourd'hui pour lesquels on est en train d'essayer de recouvrer, un seul seulement a fait l'objet de recouvrement des avoirs. Et c'est pour ça que vous avez lancé la diffusion du premier dessin animé engagé contre la corruption. Oui, pourquoi la sensibilisation par le dessin animé? D'abord, c'est pour toucher les enfants, les jeunes, les adultes, mais surtout les populations qui ne savent ni lire ni écrire. C'est important parce que la corruption est un élément comportemental. Il faut apprendre aux personnes à savoir ce que c'est que la corruption. Donc, connaître la corruption, la reconnaître pour pouvoir rejeter cette corruption-là et surtout dénoncer les actes de corruption. C'est un vaste programme d'éducation. Je reviens d'une rencontre, d'une conférence de l'ONUDC, donc l'organe qui est chargé d'assurer l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. La recommandation forte qui est ressortie de cette rencontre, c'est de dire que la lutte est de loin le moyen le plus structuré et le plus durable de lutter contre la corruption. La lutte par l'éducation. La lutte par l'éducation. Je vous donne lecture de ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, MENA, porte à la connaissance de la communauté éducative et des populations que la proclamation des résultats du baccalauréat session 2022 aura lieu ce lundi 25 juillet à 14h sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, les candidats sont invités à se rendre dans les centres de composition pour le retrait des documents afférents. Ces résultats peuvent être également consultés sur le site de la DECO, www.men-deco.org, signé le directeur de cabinet Raoul Quadio, préfet hors grade. 2 morts et 2 blessés, c'est le bilan d'une bagarre rangée entre des groupes de jeunes de la ville d'Odiéné. Mais après l'intervention des autorités de la ville, le calme est vite revenu. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale s'est tout de même rendu à Odiéné. Dans le Denguélé, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré s'est entretenu avec la jeunesse et les différents responsables de communauté à Boussanogo. Odiéné. Une bagarre rangée au fusil et à l'arme blanche sous fond d'antécédents a impliqué le mercredi 13 juillet dernier des jeunes des quartiers Libreville et Vakabala, occasionnant 2 morts et 18 blessés. Au centre de cette mésentente, une cellule dénommée Brigade Rouge aurait eu maille à partie avec un jeune du quartier Libreville. Le calme est revenu après les interventions des élus et cadres de la ville d'Odiéné. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'est rendu à Odiéné pour échanger avec la jeunesse et les responsables de communauté. Après avoir rappelé le caractère anormal de l'existence de la force parallèle dénommée Brigade Rouge dans la capitale du Denguélé, Alexandre Apalo Touré a fait savoir que les forces de défense et de sécurité assumeront désormais leurs responsabilités pour le bien-être sécuritaire des populations. Je reconnais notre part, mais nous, on va jouer notre rôle. On va corriger pour nous. On va faire de sorte que nous soyons présents sur le terrain, que nous puissions assurer correctement votre sécurité. Nous allons faire de sorte que ce ne soit pas 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, mais que ce soit toujours que Odiéné se retrouve en sécurité. C'est notre rôle. Et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale de mettre en garde
tous ceux qui mettent à mal la paix et la tranquillité publique. Ceux qui ont choisi cette voie, s'ils sont vos parents, frères, enfants et autres, il faut, en fonction de votre relation, leur parler. Pour qu'ils arrêtent ça tout de suite et maintenant. Parce que les forces de l'ordre à Odiéné vont, comme dans les autres contrées, jouer correctement leur rôle et de la façon la plus rigoureuse. Si jamais vous avez maille à partir avec les forces de l'ordre dans le cadre d'un crime ou d'une infraction commise, personne n'interviendra en votre faveur. Aux chefs des services de sécurité de la zone et leurs hommes, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalou Touré, a donné des instructions fermes pour faire régner la sécurité dans le Dengueli. Et la Côte d'Ivoire va bientôt célébrer le 62e anniversaire de son indépendance et à Dieukwé, on s'organise. Le préfet du département, Ibrahim Cissé, a rencontré les élus et les cadres de la localité. Ensemble, ils ont échangé sur les préparatifs de la célébration. Frédéric Oulaï, à Boussanogo. À la tête d'une délégation du corps préfectoral de la région du Guémont, Ibrahim Cissé, préfet du département de Dieukwé, a échangé avec les cadres et élus de la région résidant à Abidjan. Et il s'agit d'une concertation en prélude à la commémoration de la fête de l'indépendance. Et cette rencontre vise 3 objectifs. L'objectif, il est triple. La première raison, vous savez, Dieukwé a connu un passé récent assez difficile. Nous multiplions les actions de consolidation, de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Donc il était important que nous initions cette activité pour renforcer ce qui est déjà fait. Et deuxièmement, je vous ai dit que cette organisation inédite constitue une préparation de la Journée nationale de la paix du 15 novembre. La réunion de concertation des élus et cadres en vue de l'organisation de la célébration de la fête nationale requiert l'adhésion des fils et filles de la région. C'est une initiative que j'allais dire inédite. Par la richesse donc de ces 2 événements, étant donné que la fête de l'indépendance sera célébrée sur au moins une semaine à Dieukwé. Faire donc un nouveau Dieukwé, et c'est là aussi mon rêve depuis mon retour d'exil. Le thème même qui a été choisi, il est révélateur. C'est un thème très important et donc la cohésion, nous en avons besoin à Dieukwé. Elle est importante. Elle est importante. C'est une zone assez fragile, c'est une zone assez difficile certes, mais tout est possible. La commémoration de la fête de l'indépendance dans le département de Dieukwé se fera autour de plusieurs activités, notamment le sport, les conférences, le concerto et la célébration officielle. Elle est prévue du 30 juillet au 7 août prochain. Et on s'intéresse maintenant au reste de l'actualité dans le monde, une sélection soigneusement préparée par Abou Sanogo. Le Ghana a confirmé ses 2 premiers cas du virus mortel du Marburg, une maladie hautement infectieuse de la même famille que le virus qui cause Ebola. Les autorités de la santé du pays déclarent que des personnes sont désormais placées en quarantaine en tant que cas suspects. Le virus du Marburg a été détecté pour la première fois dans la ville de Marburg, en Allemagne, en 1967. Les présidents de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont tenu une rencontre dans la capitale iranienne Téhéran, en marge du sommet trilatéral dans le cadre du processus d'Astana. La première rencontre en tête-à-tête des 2 dirigeants depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Erdogan a noté que l'approche adoptée par la Russie dans le format de médiation se poursuivait dans une direction positive. Les ambassadeurs de l'Union européenne se sont mis d'accord ce mercredi sur un embargo sur les exportations d'or de Russie, y compris les bijoux. Les actifs de la banque russe Sberbank seront également gelés et plusieurs personnalités et entités seront ajoutées à sa liste noire, selon la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Le Sénégalais Sadio Mané a été élu joueur africain de l'année 2022 pour la 2e fois consécutive devant Edouard Mendy et Mohamed Salah. Chez les femmes, c'est la Nigériane Azizat Oshoala qui a été récompensée, un prix décerné par la Confédération africaine de football.
Des centaines de soldats et policiers sri-lankais ont démantelé dans la nuit de jeudi le principal camp des manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale Colombo, quelques heures après la prestation de serment du président élu. Le complexe du secrétariat présidentiel dégagé avait été envahi par les manifestants depuis le renversement de Gotabaya Rajapaksa il y a près de 2 semaines. À Tunis, une coalition d'organisations de la société civile a tenté de manifester contre le référendum sur une nouvelle constitution prévue lundi, appelant au boycott du scrutin. La protestation a immédiatement été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, est attendu au Mali ce dimanche 24 juillet pour 5 jours, alors que les relations avec la junte se sont fortement dégradées ces dernières semaines. Durant son séjour, Jean-Pierre Lacroix évaluera la prorogation du mandat de la mission onusienne avec les autorités de la transition. Et il est temps de refermer ce journal. Nous serons de retour dès 6h30 demain pour une nouvelle journée d'information. Bonsoir.